Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux en constatant que la majorité des membres du Conseil est représentée. Monsieur Maria a donné son pouvoir à Madame Lambert-Burins. Monsieur Flaubert devrait nous rejoindre dans quelques instants, même s'il interviendra plutôt à la fin du Conseil. Je vous propose de confier le secrétariat de séance à Florence Devara, qui sera assistée par Monsieur Riwal et par Monsieur Vincent. Nous avons en premier point à faire voter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est tenue le mardi 27 septembre. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Je vous proposerai un vote global d'approbation dès lors que personne ne souhaite intervenir pour justifier un vote contre les projets pour les points 12, 13, 14, c'est-à-dire les conventions et subventions en faveur de 17 structures pour la transition de l'utilisation d'emballage et usage unique, la garantie de la ville de Paris d'emprunt à souscrire par la RIVP et l'autorisation de signature de 6 conventions financières avec la région Île-de-France relatives à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables. Nous aurons 2 communications sur table qui ne donnent pas lieu à vote, c'est-à-dire le schéma des seniors parisiens sur lequel on aura l'occasion de revenir, puisqu'on avait normalement des actions qui étaient fléchées, qui devaient être fléchées pour le 6e arrondissement, qui ne sont pas dans ce document, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec l'adjointe compétente, Madame Levieux. Et puis, la présentation de l'activité de soutien à la rénovation du parc de logements sociaux. Là, vous avez quelques éléments. Ça concerne principalement 6 logements qui sont situés dans un immeuble géré par Elogiciamp au 17 rue de Seine. Et puis ensuite, nous aurons les 2 vœux qui ont été présentés qui seront présentés et déposés. Et ils ont été déposés par nos collègues de l'opposition dans le conseil du 6e arrondissement, mais qui appartient à la majorité municipale à l'hôtel de ville. Donc, je vous propose de démarrer effectivement en donnant la parole à Madame Chantal Lambert-Burins, qui va rapporter pour l'adoption du budget 2023 au titre budget du 6e arrondissement. Merci, monsieur le maire. Oui, rapidement, puisque tout le monde a son dossier. Il s'agit de l'adoption du budget primitif que l'on adopte à cette période de l'année. On peut voir que sur les 3 chapitres investissement, animation locale et gestion locale, les sommes sont maintenues à peu près à un même montant. Elles sont simplement en légère diminution. Il est prévu tant pour l'investissement que pour l'animation locale que les conseils de quartier ne perdent pas 1 centime par rapport à l'année précédente. Donc ces budgets sont identiques. Ce qui est certain aussi, c'est que dans ce budget primitif, il ne sera pas à la hauteur pour tout ce qui concerne la gestion locale, étant donné l'augmentation des fluides et l'augmentation des différentes prestations, papier, travaux, maintenance, réglementaire, etc., qui vont bien sûr impacter toute notre consommation. Donc, c'est la raison pour laquelle Monsieur le maire a demandé un abondement spécifique auprès de la DFA pour permettre le paiement des fluides. Cette demande n'a pas été retenue, mais elle sera de nouveau réajustée, réexaminée pour le budget supplémentaire, pardon. Donc, pour ces raisons, mes chers collègues, je vous propose, puisqu'il n'y a pas pour l'instant de raison de s'inquiéter, sauf à savoir qu'il y aura des demandes, enfin des budgets supplémentaires à obtenir auprès du BP 2023, je vous propose d'adopter ce budget primitif. Merci, Madame la Première Adjointe. Monsieur Comet, je vous donne bien volontiers la parole. Oui, merci Monsieur le maire. J'avais quelques questions, effectivement, puisque vous avez parlé de l'augmentation, effectivement, des fluides de l'électricité, du gaz, du chauffage. Si on regarde dans les éléments qui sont détaillés, il y a des augmentations qui sont extrêmement différentes suivant ce dont on parle.
regarde que, par exemple, pour les écoles primaires, l'électricité augmente de 40%. Par contre, pour les crèches et le gardiennage, par rapport à l'année dernière, elle baisse de 30%. Donc, je comprends pas très bien et je voulais savoir si c'était effectivement des chiffres qui étaient... enfin, s'il y avait eu déjà des changements qui pouvaient expliquer que de l'électricité était remplacée par du gaz, ou je ne sais pas, mais ou si c'est des choses qui de toute façon seront complétées par la suite, quoi. Le plus étonnant, c'est quand même la partie crèche et gardiennage où l'électricité diminue, le coût de gaz diminue et le chauffage urbain est divisé par 3. Donc ça fait plus beaucoup pour se chauffer. Donc soit il s'est passé quelque chose, soit effectivement il faudra quelque part abonder. Chers collègues, nous sommes toujours dans la transparence la plus totale ici, donc je ne peux pas vous répondre précisément à vos questions qui me semblent, ceci dit, tout à fait fondées compte tenu des commentaires, des constatations que vous faites. J'ai le sentiment que pour les crèches, mais là je parle peut-être sous le contrôle de Madame Hervieux, il y a un marché, il y a des marchés d'entretien des crèches qui ont été passés et qui ont été peut-être renégociés, mais ça c'est à vérifier. Donc on posera la question à la DFPE, on posera également la question à la direction de la famille et de la petite enfance, on posera la question également à la DFPE pour effectivement les dépenses de fluide, de chauffage, qui sont bien sûr très importantes. Alors il est possible aussi, n'oubliez pas que la ville avait passé des contrats avec des fournisseurs alternatifs d'énergie qui s'étaient révélés assez onéreux. Donc il y a peut-être eu des renégociations qui expliquent que comme on compare un exercice à un autre, là la dépense est moins forte. Mais je ne peux pas vous le dire, puisque en réalité tout procède de la mairie de Paris dans ce domaine comme dans d'autres, et nous sommes amenés, si vous voulez, ensuite à enregistrer cet état spécial, enregistre l'état des négociations qui sont passées entre les différentes directions gestionnaires des équipements, la direction des finances et des achats, toujours mairie de Paris, et ensuite la DGS de la mairie du 6e qui, elle, a fait remarquer que en matière de fluide, ça risquait quand même globalement d'augmenter, comme vous le dites très bien. Donc voilà, mais on va essayer de reposer des questions. Ça concerne principalement la DFPA. Voilà. DFPE, pardon. Sur ce, je crois qu'on peut voter favorablement quand même. On ne va pas refuser l'argent qui nous est proposé. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous continuons nos travaux et je vais donc donner la parole à Monsieur Olivier Passlec pour le choix de la gestion du centre Paris-Anime Richard White. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, la mairie de Paris nous interroge, comme à chaque fois, sur la procédure que nous préférons pour ce centre Paris-Anime de la rue de Rennes. Et on a bien sûr le choix entre la procédure du marché public et du marché public, alors dans toute, je dirais, sa complexité, puisque l'apport de la ville de Paris pour le centre est de l'ordre de 800 000 €, donc ce serait un marché très lourd. Donc le choix entre le marché public et la délégation de services publics. Alors bien évidemment, nous vous proposons d'adopter cette procédure beaucoup plus souple, qui repose sur une convention qui va actuellement jusqu'au 31 août 2024, mais il faut déjà tout de même, malgré tout, nous décider maintenant, car cette procédure, même si elle est plus souple, sera tout de même longue et s'effectuera en plusieurs étapes, notamment en passage devant le Conseil de Paris. Alors voilà, moi je pense simplement, en vous rappelant très rapidement, parce que je ne veux pas être trop long, que l'association Actis donne toute satisfaction dans la gestion des centres, une dizaine de centres d'ailleurs, qu'elle gère à Paris. Et le centre Richard White est parfaitement bien géré, notamment avec son nouveau directeur, enfin nouveau très relativement, c'est Vittorio Garbi. Et ça se passe très bien. Alors, vous savez que c'est essentiellement, bien sûr, comme le nom de l'association d'ailleurs l'indique,
Action pour les collectivités territoriales et initiatives sociales, culturelles, éducatives. Donc c'est aussi à destination, pas seulement, mais tout de même spécifiquement de la jeunesse, des jeunes. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que grâce au Centre Paris Anime, et conformément d'ailleurs à la convention de délégation qui prévoit que les centres Paris Anime soient en relation étroite et coopèrent avec les conservatoires, nous avons pu, à l'initiative du maire, de votre serviteur, et avec Ariel Bocan qui s'occupe de la jeunesse, nous avons créé le Festival des cultures jeunes depuis 2 ans. Et c'est donc une belle réussite et qui se termine d'ailleurs ici à la mairie. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr, je vous propose d'adopter donc la procédure de délégation de service public. Et je vous en remercie. Et je crois ils étaient déjà gérés par une DSP. Ah oui, absolument. Pas de demande de prise de parole, je vous propose de voter. Alors la DSP, c'est long comme processus, comme l'a très bien dit Olivier Passlec, ça va passer à plusieurs reprises devant le conseil d'arrondissement. L'échéance de la DSP actuelle étant l'été 2024. 31 août 2024. 31 août 2024. Mais vous voyez, il faut donc dès décembre, c'est presque un parcours olympique. Donc, alors je ne sais pas qui portera la flamme, mais... Bien, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous passons au marché couvert et découvert. En l'occurrence, nous sommes concernés par le marché couvert Saint-Germain et je donne la parole à notre collègue Claude Ribes. Merci, Monsieur le maire. Nous parlions à l'instant de délégation de service public, donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais cette fois, on est au bout du parcours, puisque on nous propose un avis, comme on le fera auprès des conseils d'arrondissement concernés, à savoir ceux du 10e, 12e, 16e, 17e et 18e, pour attribuer des délégations de services publics pour la gestion des marchés couverts et d'un marché découvert. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, simplement vous rappeler que ces marchés, je pense qu'on sera tout à fait d'accord, sont à la fois, il y en a 8, plus un 9e, si j'ai bien compris, qui fait l'objet, eu égard à sa spécificité, d'une délégation propre. Il s'agit du marché couvert des enfants rouges, mais qui n'est pas concerné. Ces marchés, évidemment, sont le symbole de l'art de vivre parisien. Je pense que tout le monde est d'accord. Ils contribuent bien évidemment au commerce de proximité et permettent de diversifier l'offre en produits alimentaires frais. Et aussi, c'est une partie du patrimoine, puisque la plupart de ces marchés ont commencé à se développer dans la seconde moitié du 19e siècle, et c'est souvent pour les marchés couverts l'occasion de conserver une partie de notre patrimoine, et on le sait bien, pour ce qui nous concerne, pour le marché Saint-Germain. Alors, ces délégations sont au nombre de 3, si j'ai bien compris. C'est une convention qui va courir pour les 5 prochaines années. Autrefois, la délégation était pour 6 ans, mais apparemment, on a réduit. Ce qui nous concerne principalement, c'est le lot numéro 1. Pour le marché couvert Saint-Germain, que nous connaissons bien, évidemment, d'une part, et aussi pour le marché couvert Beauvau, le marché découvert Beauvau-Aligre, qui nous concerne moins dans le 12e, et un autre marché place et rue d'Aligre. Donc, il semblerait que le parcours du combattant de la délégation de service public ait été accompli par les différents concurrents, et c'est apparemment le groupe Dadoun, père et fils, qui a obtenu cette délégation. Et je vous propose, au vu des documents qui m'ont été remis, qui paraissent tout à fait conformes à la procédure, de donner un avis favorable pour ces marchés couverts et ce marché découvert, afin d'attribuer 5 années de délégation de service public aux entreprises qui ont été désignées.
Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Comet. Oui, c'est donc un nouveau délégataire. Absolument. C'est pas celui qui est actuellement. Absolument. Les lots ont été changés. Il y avait 4 lots. Et donc, on a rebattu les cartes. Si j'ai bien compris, l'ancien délégataire qui est rappelé ici n'a pas été retenu. C'est une nouvelle société. Il n'a pas même soumissionné. Il n'a pas soumissionné. En réalité, si vous voulez, c'était le même délégataire que la partie privée. Et quand le marché a été remis en fonctionnement, la partie privée, on avait trouvé et un passage, une liaison est intervenue entre le marché alimentaire Saint-Germain et la surface alimentaire, dont l'entrée principale se trouve à côté du conservatoire. On avait jugé intéressant que le délégataire soit le même et la ville l'avait accepté. Mais entre-temps, malheureusement, le président, celui qui a conçu le centre, est décédé dans des conditions très très rapides, peu de temps après, et je dirais que l'évolution de la société n'a pas donné satisfaction. C'était des gens qui tant qu'on avait celui qui avait créé le centre, c'était un peu son enfant, donc il avait accepté qu'il y ait une société de gestion commune et d'y consacrer un peu de temps et du personnel. À partir du moment où il a disparu, le recentrage de la société, plutôt sur de la création, sur l'exploitation de plus vastes centres commerciaux, a fait que le service n'était plus, je dirais, en phase. Donc on est revenu on revient là aux concessionnaires classiques de la ville de Paris, Ben Sidoun, Dadoun, qui sont ceux d'ailleurs qui gèrent également les marchés découverts. Alors je voudrais juste ajouter qu'il y a des obligations apparemment qui ont été bien précisées auprès des candidats, notamment en matière de gestion des déchets et dans la perspective des futurs Jeux Olympiques, dans une idée de zéro plastique. Hein. Donc apparemment ce sera pris en compte. Voter en remerciant Claude Ribes de son rapport, donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et donc bienvenue à ce nouveau délégataire. Et les plaintes éventuelles des commerçants du marché Saint-Germain nous informeront de la qualité de sa gestion. Nous passons à la Caisse des écoles. Je donne la parole à Madame Beaucamp. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc il s'agit ici d'une convention de mise à disposition de moyens entre la ville de Paris et les personnels des caisses des écoles, avec une information réciproque sur les orientations stratégiques dans le domaine de gestion des ressources humaines. Alors le document qui nous a été fourni est assez confus, mais je le résumerai ainsi en disant qu'il acte que les employés des caisses des écoles et les employés de la mairie de Paris peuvent passer plus facilement d'un service à un autre. Donc je vous demande d'autoriser la signature de cette convention qui couvre la période 2023-2027, favorisant donc la continuité des dispositifs au bénéfice de l'équité des traitements de personnel. Je vous remercie. Oui, pendant très longtemps, les caisses des écoles, il faut le reconnaître, étaient des entités un peu autonomes. On était fonctionnaire des caisses des écoles, c'était un corps particulier, il n'y avait pas de liaison avec les corps de la ville de Paris. Maintenant, les corps, depuis une dizaine d'années, il y a des liaisons plus faciles et c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de tout le monde. Qu'il s'agisse des petits salaires, des petites rémunérations, ça permet de faire peut-être de profiter. Là, on a pour le moment on a du personnel très fidèle, mais peut-être qu'un jour on aura des personnels des écoles, par exemple des ASEM, des ATEM, qui voudront passer à la caisse des écoles ou réciproquement. Hein, jusqu'ici, quand il y a eu des mouvements, ça s'est plutôt passé au niveau des directions. Mais on peut avoir un jour besoin de personnel, c'est pas exclu. Hein. Donc tout ça, ça permet de favoriser la fusion et le passage entre les différents corps dans le contexte professionnel que vous connaissez, qui concerne aussi bien le secteur privé que le secteur public. C'est pas une mauvaise chose. Donc je vous propose de voter. Chacun est d'accord?
Unanimité. Je vous remercie. Alors, nous passons maintenant à l'actualisation de la charte du budget participatif et je vais donner la parole à notre collègue Florence Devara. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, nous sommes effectivement alors sollicités pour adopter la nouvelle charte du budget participatif qui devrait entrer en vigueur dès la prochaine édition en 2023. Je vous rappelle que le budget participatif est une initiative qui a été lancée en 2014 et qui permet chaque année aux Parisiens et Parisiennes de proposer et de voter pour des projets d'investissement qu'ils souhaitent voir réalisés dans la ville ou dans leur arrondissement. Cette nouvelle charte, alors je précise quand même que ce dispositif est tous les ans un vrai succès. Cette nouvelle charte propose que les Parisiens et les Parisiennes puissent déposer des idées tout au long de l'année sur la plateforme Décider pour Paris. De même, des commissions publiques seront régulièrement organisées pour partager avec les habitants l'état d'avancement des projets lauréats, ça va plus. Mais cette charte propose aussi que le financement des projets se fasse désormais par un système d'enveloppe budgétaire par arrondissement, calculé en fonction de la démographie de l'arrondissement, ce qui, je note, serait défavorable pour notre arrondissement puisque le 6e est l'un des plus petits arrondissements de Paris avec entre autres le 8e. Donc, nous attendons des informations complémentaires, des précisions sur ce point qui est très important pour notre arrondissement. Donc, pour ces raisons, personnellement, je ne prendrai pas part au vote et je vous demande de délibérer. Je vous remercie. Oui, merci Florence Devara. Effectivement, dans cette affaire, j'ai vu apparaître, c'est un dossier qui a été introduit très tardivement, on voit apparaître cette disposition. Cette disposition qui n'existait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on reste, puisque ça a déjà évolué il y a quelque temps, on était sur 2 projets d'arrondissement qui pouvaient être lauréats avec un montant maximum de 2 millions d'euros. Qu'est-ce que ça va devenir? On m'a pas fourni d'éléments. Est-ce qu'on reste à, par exemple, c'est ce que je vais demander, est-ce qu'on considère qu'il y a un plancher, par exemple, pour les petits arrondissements et qu'on reste sur ce schéma-là, 2 projets de 2 millions d'euros? Dans ce cas-là, si je le voterai au Conseil de Paris, si effectivement on remixe tout et qu'on retombe sur des niveaux bien inférieurs, là, je suis désolé, je pense qu'on peut pas voter effectivement un projet. Alors là, on n'a pas les informations claires, on n'a pas une grille. La logique aurait été que on nous propose tout de suite le calcul soit fait, puisque la population de Paris, on la connaît, hein, c'est 2 200 000, alors après 210 000, 220 000, 230 000. On a après la répartition selon les arrondissements, selon les recensements de l'INSEE, qui sont tous sauf fiables, mais enfin qui ont le mérite d'exister depuis un certain nombre d'années. Et on peut recalculer rapidement. Je me suis pas amusé à faire le calcul. Parce que j'estime que c'est pas à moi de faire des calculs à la dernière seconde. Mais ça, c'est une affaire très importante et je ne me laisserai pas couper l'herbe sous le. Alors, je sais pas si c'est l'herbe sous le pied ou retirer le pain de la bouche. Je ne sais pas quelle expression il faut utiliser, mais on peut pas voter un truc comme ça. Surtout que ça a été très bien dit par Florence. Et d'ailleurs, je voulais tous vous remercier. Vous avez tous pris part au budget participatif, vous avez fait en sorte que des projets soient portés. On va continuer à en porter. Moi, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse un projet autour justement de l'aménagement paysager, davantage d'arbres, davantage de jardins partagés. Là, on peut en faire, qu'on essaie de faire et qu'on essaie de regrouper un certain nombre de projets qui ont été évoqués par les uns et par les autres. Mais il faut qu'on conserve quand même un certain moyen, parce que, alors après, si on nous dit, vous passez de 2 millions à 1 950 000, bon, pourquoi pas. Mais si on passe de 2 millions à 1,2 million, bah non, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose.
Séverine de Comprignac, je vous ai... Oui, merci Monsieur le maire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça ne peut pas être ce seul critère et à minima, effectivement, il me semble qu'un plancher serait quand même normal pour les petits arrondissements et on ne doit pas être les seuls dans ce cas-là. Par ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais je comprends qu'il y a une forme de recentralisation de la chose quand même. D'après ce que tu disais, Florence. Bon, alors que c'est un peu la promesse inverse de ce qu'avait avancé la maire de Paris sur le fait qu'elle allait faire davantage confiance aux arrondissements, si je ne me trompe. Voilà, il me semble que ça va à rebours. Moi, dans l'attente de précisions plus importantes, je vais m'abstenir ainsi que Iris Berthomier. Oui, je vais m'abstenir aussi sur ce projet, mais pour une autre raison, en fait pour une raison de calendrier. Il me semble que de faire des projets comme ça tous les ans, c'est trop court. On a à peine le temps de finir, qu'on reprend après, et on n'a pas suffisamment de suivi de la façon dont sont concrétisés les projets. Et du coup, on note un certain désintérêt des habitants malgré tout là-dessus. Donc pour cette raison, je m'abstiendrai. Madame Hervieux. Oui, pour abonder dans votre sens, Monsieur le maire, et vous indiquer que nous, on va certainement voter la délibération aujourd'hui parce que voilà, la mairie de Paris a un objectif de territorialisation et donc ça peut s'entendre de répartition équilibrée des ressources en fonction de la taille des arrondissements. Cependant, sachez que voilà, on sera tout à fait attentif aussi. On va demander des précisions rapidement au cabinet d'Anouche Touragnan qui est en charge du budget participatif et on fera voilà le plaidoyer nécessaire pour faire en sorte que le 6e ne soit pas voilà n'est pas une réduction de budget trop important parce que voilà, il y a aussi beaucoup d'initiatives, beaucoup de beaux projets, voire pas du tout, mais on va, enfin bon, visiblement ça va quand même à mon avis être le cas, mais on va tout faire, en tout cas, on ira dans votre sens et on parlera d'une seule voix, je pense, dans le conseil d'arrondissement du 6e vis-à-vis de la mairie de Paris pour préserver au maximum ce budget et aussi préciser qu'effectivement le regroupement des projets pour les budgets participatifs c'est vraiment important parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la plus grosse enveloppe. Ce travail, vous savez, qu'on fait en amont pour ramener les projets ensemble et faire en sorte qu'il puisse y avoir le plus de projets possible parce que c'est vrai que cette année on n'a pas atteint le maximum du montant d'investissement qu'on aurait pu aller chercher, donc c'est vrai que c'est dommage, donc voilà. Merci mes chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Donc on va essayer de voir si effectivement les choses peuvent évoluer positivement. Donc je vous propose de voter maintenant. Qui ne prend pas part au vote? Non mais vous pouvez. Il y a toutes les nuances de l'arc-en-ciel là qui sont. Donc il faut laisser le temps de compter à Monsieur Riwal et à Monsieur Vincent. Et Monsieur Maria vote comme Madame Lambert-Buras. Voilà, nous l'embarquons dans le... Ouais. Donc, ça, c'était NPP. Qui s'abstient? Madame Kiss, Madame Berthomier, Madame de Comprignac. Qui vote contre? Monsieur Flaubert. Ah oui, il y a toutes les nuances, finalement. Et qui vote pour? Monsieur Comet et Madame Hervieux. J'ai pas le vote de Monsieur Rive. Si, il a fait une PPV. Il a fait une PPV. Donc la délibération est adoptée. Voilà. Écoutez, c'est pas mal comme ça. Ça nous permet. Et en plus, on a des prises de position des uns et des autres qui vont aller dans un sens plus favorable, je l'espère. Je donne la parole maintenant à Madame Berthomier, à Iris Berthomier, sur les actions d'accompagnement et de sensibilisation et une alimentation durable.
Eh bien, merci Monsieur le maire et merci Séverine de m'avoir cédé ta place et ton micro. La délibération que je vous propose est une subvention d'un montant de 67 280 € qui vise à doter 9 associations pour leur action d'accompagnement et de sensibilisation à une alimentation durable. Alors je fais un point historique, histoire récente. En 2018, adoption de la stratégie de Paris pour une alimentation durable. En 2021, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation labellise le projet alimentation territoriale de Paris. Et en 2022, donc cet été, ou en tout cas au mois de mai, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité le plan alimentation durable qui a pour objectif à l'horizon 2027 de faire en sorte que la restauration collective soit issue à 75% de produits issus de l'agriculture biologique et 50% issus de produits locaux s'entendant à moins de 250 km de Paris. Donc ça c'est pour les éléments historiques et de manière globale on comprend bien donc avec cette délibération adoptée à l'unanimité qu'il y a une volonté commune et égale de la part de chacun d'avoir une politique volontariste vis-à-vis de l'alimentation durable. Tout le monde y est favorable et ça passe notamment par la sensibilisation et je dirais presque l'éducation en réalité à l'alimentation durable. Donc ça consiste par exemple pour les plus jeunes, pour les seniors, pour les publics aussi plus modestes, pour les familles tout à fait banales parisiennes, à découvrir, à faire l'apprentissage, se sensibiliser à l'alimentation biologique, à l'alimentation locale et lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour ça, 9 associations vont bénéficier de différentes subventions et celle qui concerne l'entièreté de Paris et donc le 6e arrondissement, elle est portée par Faire un monde équitable et c'est un projet de sensibilisation des restaurateurs et des cafés. Ça fait 2 ans que c'est mis en place. Ça consiste principalement en la distribution d'un guide à destination des restaurateurs et des restauratrices pour une alimentation plus juste, plus saine, plus durable. Donc ce guide va être réédité cette année et il est sans doute mis à jour et sera distribué un peu partout dans Paris pour sensibiliser les restaurateurs. Cette subvention est d'un montant de 6 000 € de l'ADEVE. Chers collègues, je vous invite à voter en faveur des différentes subventions, donc pour ces 9 associations et un montant global de 67 280 €. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes d'intervention des uns ou des autres? On va peut-être laisser Iris à cette place puisqu'elle va réintervenir dans 2 délibérations. Il n'y a pas de demande d'intervention? Non, il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant au sport et je vais donner la parole à Madame Bocan. Oui. Oui, chers collègues, donc, et merci Monsieur le maire. Il s'agit ici d'autoriser le versement de subventions d'un total de 108 000 € aux OMS de Paris pour aider les initiatives de développement à la pratique de l'éducation physique et des sports pour un montant pour l'OMS du 6e arrondissement de 3 000 €. Les OMS regroupent des associations affiliées, organisent des manifestations et aident les associations dans leur fonctionnement. Cette délibération nous parle aussi d'ajouter 2 domaines à la convention pluriannuelle d'objectifs qui est signée tous les ans entre la ville de Paris et les OMS. Donc les OMS, je rappelle, c'est l'Office du mouvement sportif. Les 2 domaines rajoutés sont favoriser le renforcement de la lutte
contre les discriminations et les violences sexuelles et sexistes dans le milieu sportif. Et le deuxième domaine, c'est lutter également contre l'utilisation de plastique à usage unique. On parle beaucoup de plastique dans ce conseil ce soir. Donc je vous demande d'approuver le rajout de la convention et le versement de la subvention de 3 000 € à l'OMS du 6e arrondissement. Je vous remercie. Maintenant à la délibération DVD 92 et je donne la parole, pardon, DESOL 113, je donne la parole à Iris Berthomier. Merci Monsieur le maire. Alors la subvention que je veux vous présenter concerne les maraudes d'intervention sociale et les maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en direction des personnes sans abri. Donc il s'agit d'une subvention d'un montant de 1 024 824 € et je vais vous en donner quelques détails. Donc les maraudes d'intervention sociale, les MIS, ce sont des équipes mobiles qui vont à la rencontre des personnes dont l'espace de vie est la rue ou tout autre lieu très précaire. Donc c'est des personnes SDF. Elles ont pour mission d'aller vers les personnes sans abri afin de les écouter, de les soutenir, de les orienter et de les accompagner vers un projet de sortie de rue. Les maraudes des MIS, ces maraudes d'intervention sociale, interviennent principalement en journée, de façon à corréler avec les horaires d'ouverture des services sociaux, tous les organismes sociaux. Et elles sont majoritairement pédestres, donc à pied. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui sont composées d'un travailleur social et d'une infirmière ou d'un infirmier spécialisé en psychiatrie en général. Et elles vont comme ça à la rencontre des personnes qui sont en situation précaire ou qui ont l'air d'être en situation précaire. Je rappellerai peut-être que en 2022, c'est 2600 personnes sans abri qui ont été recensées pendant la nuit de la solidarité, à laquelle certains d'entre nous ont participé autour de cette table. Ça représentait une baisse de 8% par rapport à l'année précédente, mais a priori c'est un peu conjoncturel. Et dans le 6e arrondissement, c'était 51 personnes à l'abri qui ont été sans abri, qui ont été recensées. Donc voilà, je remets ces éléments de contexte dans l'ordre. La subvention qui nous concerne principalement dans le 6e arrondissement, elle est à destination des enfants du canal. Et pour un montant de 69 000 €. Les Enfants du Canal, c'est une association qui a pour objet la lutte contre les fléaux sociaux, c'est-à-dire le sans-abrisme, l'exclusion, la précarité, le mal-logement. Et elle organise des maraudes dans plusieurs arrondissements de Paris. Elle a également un accueil de jour dans le 14e arrondissement, donc elle a la possibilité d'orienter les personnes vers cet accueil de jour. Il s'agit d'une subvention de fonctionnement, donc ça permet à cette association d'avoir des salariés et notamment une coordinatrice, un travailleur social, 5 travailleurs sociaux, des agents logistiques, différents personnels qui participent à cette mission. C'est vrai qu'on est en général un petit peu démunis quand on va à l'encontre à la rencontre de ces personnes, et donc je soutiens évidemment cette association parce que elle fait la démarche d'aller vers, dont on a déjà parlé ici en conseil d'arrondissement, qui est importante. Donc la démarche d'aller vers, l'aspect multipartenarial, je crois que c'est 2 éléments très importants. Donc je vous invite évidemment à voter favorablement cette subvention. Merci. Merci ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Étant donné que vous savez qu'il y a un comité des maraudes qui se réunit périodiquement en présence d'Iris, et c'est Guillaume Godet de Florence de Vara, et c'est Guillaume Godet qui organise ce comité de veille, ce qui permet de mieux coopérer entre les différents acteurs pour éviter que, comme il y a un certain nombre de maraudes qui ont lieu, elles interviennent peut-être dans des secteurs différents, où elles coordonnent un peu, qu'il y ait une action un peu conjointe et en tuilage.
Donc, je vous propose de voter. Madame Hervieux, je vous donne la parole. Je voulais simplement faire un commentaire pour rappeler concernant, donc déjà saluer effectivement le travail des enfants du Canal, de toutes les associations, la protection civile, la Croix-Rouge qui interviennent notamment dans le 6e arrondissement, et rappeler qu'il y a une association, la Pause du 6e, en parlant de soutien et d'accompagnement des personnes sans abri, la Pause du 6e, avec un très beau projet de bagagerie solidaire qui est toujours à la recherche d'un local dans le 6e arrondissement. Donc voilà, simplement rappeler à la mémoire de tous les conseillers d'arrondissement que cette association est toujours en recherche d'un local et qui serait heureux qu'on puisse finalement trouver un espace dédié pour cette bagagerie dans le 6e arrondissement. Merci. Absolument, mais nous avons aussi peut-être une solution de rechange, puisqu'il y aura une réunion qui se tiendra bientôt. Monsieur Chabrier a dû vous tenir au courant sur la place Ernest Denis, qui pourrait peut-être préfigurer une future bagagerie. Et vous rappelez aussi, ma chère collègue, vous l'avez, que nous avons attribué à cette association une subvention de combien? 4 000 €, je crois. 4 000 € au titre de l'aide aux associations, ce qu'on appelle les crédits FAL. FAL. Bien, je vous propose donc sur le rapport excellent d'Iris Berthomier de voter cette délibération qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, et remerciant effectivement tous les élus qui suivent ces problèmes par définition compliqués. Nous passons donc maintenant à la DVD 92. Je donne la parole à notre collègue Charles Flaubert. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc une délibération qui est un petit peu duale, puisque d'une part, elle a trait à, on va dire, une exonération de droits de stationnement pour un certain nombre d'associations, et d'autre part, on nous demande de verser des subventions pour permettre à des associations d'acquérir des véhicules, en l'espèce des véhicules utilitaires ou au service des différentes associations, des véhicules électriques. Alors, que dire ? C'est un petit peu délicat parce que, pour rebondir aux propos d'Iris Berthomier ou de notre collègue Céline Hervieux, on a des associations qui interviennent dans l'arrondissement, par exemple notamment la Croix-Rouge ou d'autres associations. Et c'est vrai que là, quand on voit la liste des associations donc qui sont exonérées de paiement des taxes, on en voit certaines, mais on a du mal à comprendre comment cette liste a été effectuée, mise en place, puisqu'on nous dit que des véhicules sont exonérés. À titre personnel, moi, je suis pour l'exonération des droits de stationnement pour tous les véhicules électriques. Donc, c'est pas la question, mais on nous dit, par exemple, le SAMU social, évidemment. Donc ça veut dire que le SAMU social manifestement a reçu un certain nombre de contraventions, le Secours populaire et puis d'autres associations de bus des femmes, bien sûr, pas de problème. Mais si vous voulez, je suis un petit peu gêné parce que pourquoi ces associations-là paieraient pas et d'autres paieraient? Par exemple, la Croix-Rouge ou je sais pas moi le Secours catholique ou l'Ordre de Malte qui travaille beaucoup les maraudes le soir pour les sans-abri dans beaucoup d'arrondissements et dans le 6e et pas que évidemment dans le 6e dans tout Paris. Donc je suis un petit peu gêné aux entourneaux par cette liste, on va dire, qui est relativement restrictive. Et puis après, il y a la question des subventions qui sont relativement importantes. On parle de centaines de milliers d'euros pour des achats de véhicules, mais qui sont des véhicules électriques. Et vous savez, je vous l'ai dit, moi j'ai toujours été favorable aux véhicules électriques. Donc, bon, c'est assez imparfait. Parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi certaines associations bénéficient de cette règle et cette exonération, d'autres non. Je vous propose, à titre personnel, je voterai favorablement, mais j'aimerais bien que la liste soit amendée et on va dire complétée de certains nombres d'associations pour qu'on n'ait pas des traitements différentiels entre pourquoi une association, il y a d'autres associations qui s'occupent des femmes, par exemple, pourquoi celle-là elle a le droit et pas les autres. Donc je serais plutôt pour étendre ces exonérations, mais le budget de la mairie centrale et de la ville, malheureusement, ne le permet peut-être pas. Voilà, j'ai été un petit peu long, donc je vous propose de voter tout de même favorablement à cette mesure, même si elle est pour moi imparfaite. Merci. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'étude des vœux. Et nous avions un premier vœu qui était déposé par Madame Kiss, Madame Hervieux et Monsieur Comet. C'est Madame Kiss qui en avait eu pris l'initiative. Est-ce que vous voulez revenir sur... Bon, votre vœu est très clair, hein.
Il m'a pas forcément convaincu, mais si vous voulez revenir dessus, c'est comme vous le souhaitez, ma chère collègue. Oui, donc c'est un vœu pour réaffirmer l'importance du service public au sein de l'arrondissement et particulièrement au niveau de la Poste, qui est un service de proximité. On observe une tendance générale de la Poste de fermer ses bureaux et de déléguer en fait ce qui est un service public à des commerçants, dans des points relais, etc. Alors que la Poste remplit réellement un rôle de proximité indépendamment du service qu'elle rend. Donc c'est un vœu de solidarité par rapport à tous les habitants de ce bureau de poste Médicis qui vont être impactés par la fermeture de ce bureau. Et ce vœu demande aussi qu'on fasse un point au niveau de l'arrondissement avec la Poste pour savoir où en sont les autres bureaux, est-ce qu'il y a d'autres fermetures qui pourraient être annoncées, etc. Je vous remercie. Chers collègues, pour vous répondre, je donne la parole à Charles Flaubert. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, alors, c'est une problématique qui est certaine. Évidemment que on ne peut que soutenir le maillage des services publics dans notre arrondissement, dans Paris et particulièrement en France. Mais il faut quand même savoir deux choses. La première chose, c'est que le nombre de courriers envoyés vient en diminuant. Et est-ce que les restructurations qui ont été effectuées par la Poste, puisque le bureau de poste du Pin a déjà fermé il y a 5 ans, ce bureau de poste Médicis, vu les horaires actuels d'ouverture, en plus, va fermer. Est-ce que vraiment continuer à exploiter des bureaux de poste, plusieurs bureaux de poste et de nombreux bureaux de poste dans le 6e, est-ce que c'est stratégique? Et est-ce que on n'a pas d'autres territoires, notamment à Paris, qui sont beaucoup plus vastes et qui ont besoin de bureaux de poste? Je suis pas certain que la situation du 6e arrondissement en la matière est, on va dire, difficile. Les bureaux de poste existants, rue de Sèvres, on a le bureau de poste avec anciennement on avait le musée de la Poste qui était là, il fait l'objet d'une grosse rénovation. Le bureau de poste qui est situé rue d'Anton, à l'angle entre la rue d'Anton et la rue de l'Éperon, a également fait l'objet d'une rénovation importante. On a des espaces colis qui sont ouverts des nouveaux espaces colis qui sont ouverts comme par exemple au 94 boulevard Raspail. C'est vrai qu'on a une évolution, moins de courriers, plus d'emails et en revanche, pas mal de colis, mais ça qui sont pas forcément récupérés par les habitants à la Poste, mais qui sont récupérés dans des points relais colis. Donc, effectivement, moi, personnellement, je ne voterai pas ce vœu. Je considère que effectivement, on peut toujours se demander et espérer avoir des services publics les plus efficaces et les plus efficients possibles, mais objectivement, dans le 6e arrondissement, on bénéficie quand même déjà d'un certain nombre de bureaux de poste. Ceux existants sont rénovés, font l'objet de travaux, et on a des bureaux de poste qui sont accessibles facilement, objectivement, et dans des distances qui sont réduites pour les habitants du 6e arrondissement. Donc je vous proposerai, à titre personnel, je voterai négativement à ce vœu. Merci, mais même si le point est évidemment très important et que les services publics et l'accès aux services publics pour nos concitoyens est vraiment un sujet qui est extrêmement important pour nous. Merci. Pour compléter effectivement ce que dit Monsieur Flaubert, le bureau de poste Médicis, depuis de longues années, puisqu'on l'appelle Médicis, il est situé rue de Vaugirard, face au Sénat, n'a plus du tout la fréquentation que d'autres bureaux de poste peuvent avoir. Alors il y a eu effectivement un article dans le Parisien qui a parlé effectivement de des réactions de la population parisienne face à des projets de fermeture qui concernaient plusieurs arrondissements. Je ne doute pas, notamment j'ai vu que la réaction très très forte dans le 18e face à la fermeture d'un bureau de poste rue de Vauvenargues, la rue Vauvenargues n'est pas la rue de Vaugirard. Nous, dans le 6e arrondissement, nous avons eu des investissements très importants sur le bureau de poste de Saint-Germain-des-Prés, qui d'ailleurs, je vous signale, est en location. On a aussi un autre problème, c'est que la plupart des bureaux de poste parisiens sont en location.
C'est donc des frais de maintien de ces bureaux de poste très importants que doivent acquitter la Poste. Et je tiens à vous dire, par exemple, qu'à 2 reprises, le bureau de poste Saint-Germain-des-Prés, situé à l'angle de la rue du Four et de la rue de Rennes, il y a eu des négociations excessivement ardues entre le propriétaire du local et la Poste, et j'ai bien sûr pesé de tout mon poids, et je me suis permis de vous embarquer de tout le conseil du 6e arrondissement, oralement bien évidemment, sinon je vous aurais consulté par écrit, pour dire l'importance qu'avait ce bureau de poste. La Poste investit massivement dans les bureaux de poste du 6e arrondissement qui ont été refaits régulièrement. Et là, on va réinaugurer bientôt le bureau de poste du 111 rue de Sèvres, qui est le bureau de poste principal du 6e. Et ensuite, il faudra redemander d'ailleurs que celui de la rue Littré, à l'angle de la rue Littré et de la rue de Rennes, soit également refait, car il est un peu attristant. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, et j'ajoute que il faut aussi, la Poste, c'est un service universel. La Poste, elle est nationale. Si on pèse trop à Paris, car les élus parisiens ont aussi une capacité de peser qui est forte, on préservera des bureaux de poste qui ont peut-être plus l'audience qu'ils ont. Et en compensation, la Poste serait obligée de fermer dans d'autres départements. Donc, il faut bien avoir ça l'idée. Et comme l'a très bien dit Charles Flaubert, la baisse du courrier, c'est une donnée que chacun constate. Moi, je suis heureux de recevoir certaines lettres, surtout quand elles sont bien écrites. Mais on n'a plus maintenant, on a une forêt de mails et une forêt de colis. D'où d'ailleurs l'intérêt pour la Poste d'avoir des points relais comme celui qui a été implanté au bas du 94 boulevard Raspail, et qui permet à la Poste d'ailleurs de faire le dernier kilomètre, les derniers 100 mètres, pour ensuite venir livrer des colis au domicile des particuliers. Donc c'est très important. Il est possible d'ailleurs que ces points-là, qui sont un peu comme l'équivalent de ce qu'on appelle les ateliers de logistique urbaine, se développent au cours des prochaines années. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on vous demandera de retirer ce vœu ou malheureusement, nous voterons contre, ma chère collègue. Madame Hervieux. Oui, simplement pour participer au débat, pour dire que je pense que ce vœu est très important. Il est important qu'on puisse le voter parce que même si effectivement la décision a été engagée, le problème, si vous voulez, monsieur le maire, c'est que effectivement peut-être qu'il y avait une baisse de fréquentation, mais en fait ce qu'on a compris en échangeant avec les professionnels qui étaient sur place, qu'on est allé voir, qui manifestaient devant pendant des semaines en faisant signer une pétition, c'est qu'en fait visiblement le seul motif en fait de la Poste, le seul moteur en fait de la décision, on a le sentiment quand même que c'est un souci uniquement lié à de la rentabilité, ce qui ne devrait pas être le cas d'un service public. Et ils nous ont expliqué qu'en fait, oui, il y avait une baisse de fréquentation, c'est vrai, mais pourquoi ? Parce que c'est paradoxal, ce bureau a été désinvesti par la Poste. Alors, ils ont fait des travaux, d'ailleurs, c'est ça que je comprends pas. Ils ont fait des travaux d'investissement dans le bureau il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ils annoncent la fermeture, mais en fait, c'est une stratégie de long terme où ils ont retiré petit à petit les services qui attrayaient à ce bureau de poste. Donc, forcément, quand vous retirez le guichet bancaire, par exemple, vous avez de moins en moins de gens qui viennent. En fait, ce dont on a l'impression, en tout cas de l'extérieur, en entendant les gens qui travaillent là-bas, c'est que c'était une stratégie en fait de diminuer les services de cette antenne pour que petit à petit, les gens se détournent vers d'autres bureaux de poste et pouvoir dire ensuite vous voyez, il y a moins de fréquentation, donc on va fermer le bureau de poste. Et c'est cette stratégie-là, je pense qu'on doit dénoncer parce que sinon elle risque de se reproduire. Encore une fois, si c'est un souci uniquement de rentabilité, ça ne peut pas répondre à l'importance du service public de ce que c'est que la Poste. Moi, je ne comprends pas, effectivement, vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, avec les enjeux actuellement de colis à tout va, qu'on connaît beaucoup dans le 6e, il y en a énormément. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir justement un investissement pour transformer en fait les services de la Poste, les adapter à cette nouvelle demande? Et dans ce cas-là, le bureau de poste Médicis aurait aussi toute sa place. Et vous avez raison de citer le cas de Vauvenargues dans le 18e. Les habitants et les travailleurs se sont battus, ont été sur place, ont occupé le terrain et ils ont eu gain de cause et le bureau de poste n'a pas fermé. Donc je pense que voilà, je trouve ça dommage en fait que le conseil d'arrondissement du 6e se soit pas mobilisé plus tôt, parce que c'est pas vrai, on n'a pas tant de bureaux de poste dans le 6e, on a des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. J'ai rencontré une dame qui était à la frontière avec le 5e et qui m'expliquait, la rue Médicis, et qui m'expliquait qu'elle devait aller jusqu'à Odéon pour déposer son courrier, pour faire un envoi recommandé. Oui, c'est quand même un problème, c'est dommage. C'est un bureau de poste qui était bien placé, central. Donc voilà, moi je trouve ça tout à fait regrettable et je soutiens totalement ce vœu que ma collègue a accepté, que notre collègue Antonakis a accepté qu'on porte conjointement.
pour la dame qui habite à proximité du boulevard Saint-Michel, vous avez un bureau de poste qui est situé rue Cujas, dans le 5e arrondissement, qui est très proche du secteur. Vous savez, j'ai examiné avec beaucoup d'attention cette affaire. Et puis, il y aura des points relais, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, Madame Kiss a des propos très durs pour les points relais, mais les points relais jouent leur rôle. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en province, les points relais, maintenant, souvent, sont dans les bureaux de tabac. Au bureau de tabac, on fait tout. On achète moins de tabac, tant mieux, d'ailleurs, c'est mauvais pour la santé, mais on y paie ses impôts, on y achète des timbres, pour ceux qui font encore des lettres, etc., etc. Donc, les points relais ne doivent pas être mésestimés. Avec des horaires d'ouverture beaucoup plus, des plages d'ouverture beaucoup plus fortes. Bien sûr. Pour quelqu'un qui travaille, aller à la poste chercher un colis, c'est un enfer. Il faut tomber le bon samedi entre 10h30 et 11h moins le quart dans un point relais. Le primeur à côté de chez moi, il est ouvert de 7h à 20h, 7 jours sur 7. C'est quand même plus pratique et ça peut être plus proche, y compris pour la personne âgée pour aller chercher un colis, que la poste qui sera plus loin. Et par ailleurs, je suis assez d'accord avec Monsieur le maire, je suis même très d'accord, on n'est pas complètement démunis dans le 6e quand même. Donc je voterai contre aussi. Collègues, je vous propose de voter maintenant. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Le vœu n'est pas adopté. Je vous remercie et je vous propose de passer au deuxième vœu qui a été proposé, qui nous est proposé par Madame Hervieux et Monsieur Comet. C'est ça? Donc, si vous voulez revenir quelques instants dessus, il est très long, hein, très explicite. Oui, Monsieur le maire, merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet qui nous semblait important de mettre sur la table du conseil d'arrondissement avec un certain nombre de demandes concernant les attributions et la transparence d'attribution des logements sociaux dans le 6e, considérant qu'effectivement la mairie d'arrondissement détient la charge d'une partie des attributions. Vous savez qu'il y a plusieurs quotas, hein, préfecture, mairie de Paris, mairie d'arrondissement. Alors certes, on en a peu dans le 6e, donc vous savez bien que c'est quelque chose qu'on déplore, mais je pense que c'est votre cas aussi, Monsieur le maire. Considérant effectivement les tensions actuelles sur le marché du logement, si j'ose dire, sur le parc privé, en tout cas locatif, avec des loyers qui sont de plus en plus chers, des gens qui ont du mal à se loger à des prix raisonnables, et donc qui crée de fait une tension dans l'accès au logement social au sein de la ville de Paris et dans le 6e en particulier. Vous savez que la ville de Paris aujourd'hui atteint ses objectifs de quasiment 25% de logements sociaux au total, ce qui est loin d'être le cas dans le 6e arrondissement. J'entends qu'on a des contraintes en termes de foncier, etc. Mais c'est vrai qu'on est loin quand même, on est très très loin quand même des 25% et je trouve qu'on devrait encore aller plus loin. Mais je sais que Monsieur le maire travaille aussi dans ce sens, je le reconnais. Donc voilà, en fait, on considérait ce vœu pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait davantage de transparence dans l'attribution des logements sociaux concernant le quota de la mairie d'arrondissement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tellement peu de logements attribués, on a tellement de demandes, et vous savez qu'en fait, comme tout ce qui fonctionne par arrondissement, il y a un manque d'homogénéité, il y a un manque de cohérence, donc chaque mairie d'arrondissement fait un petit peu à sa manière, et c'est vous, Monsieur le maire, qui présidez la commission d'attribution à laquelle j'appartiens d'ailleurs, et donc on se réunit quand c'est nécessaire. Seulement voilà, ce que nous demandons, c'est que en fait les critères de présélection qui sont utilisés par vos soins, par vos services, Monsieur le maire, par les services qui vous entourent dans l'analyse des demandes initiales qui peuvent être sur Locannonce ou sur d'autres, soit officiellement indiqué sur le site de la mairie du 6e, de façon à ce que les habitants qui postulent pour un logement social puissent savoir quels sont les critères qui sont utilisés par la mairie d'arrondissement du 6e et qu'ils soient accessibles et transparents pour l'ensemble des citoyens qui souhaitent s'en enquérir. Donc qu'il puisse y avoir la publication de la grille de cotation, donc utiliser celle qui est sur le site de paris.fr par exemple, sur le site de la mairie du 6e, qui ait un bilan des attributions qui soit présenté au moins une fois par an aux membres de la commission, mais aussi au conseil d'arrondissement. Et nous demandons également une anonymisation des dossiers, parce que moi, dans le cadre de mes premières commissions, c'est vrai que j'étais assez étonnée de voir qu'en fait, il y a les noms des personnes, hein, vous voyez sur la fiche qu'on a. Donc c'est vrai que
dans une démarche d'équité, de traitement, pour éviter voilà toute confusion. Je pense que l'anonymisation, comme je voudrais le demander par exemple sur l'attribution des places en crèche, puisse être effective dans notre arrondissement. Je pense que c'est important pour garantir une équité de traitement et que nous puissions tendre vers le ratio de 25% d'attribution pour les fonctionnaires de la ville de Paris. C'est très très important. On le sait avec les auxiliaires de puériculture, mais c'est vrai avec tous les corps professionnels de la ville de Paris. Donc ça, c'est 25% des logements que nous attribuons dans le 6e. Il faut que ce soit en direction de ces agents du service public parisien. Et puis, dernière demande, que les dossiers relevant de DALO, donc le droit opposable au logement, soient effectivement considérés comme prioritaires et qu'ils soient repositionnés dans les commissions d'attribution de logement de la mairie du 6e systématiquement tant que la demande n'a pas abouti. Merci. Merci ma chère collègue, merci d'avoir longuement réévoqué vos de nombreuses demandes. Alors, chers collègues, nous avons pris connaissance avec attention de vœux déposés par Céline Hervieux et François Comet et des très nombreux considérants qui l'accompagnaient. Alors, nous ne pourrons pas vous suivre et le voter pour de nombreuses raisons. Alors, la première, c'est que vous commencez, dans votre premier considérant, à faire une erreur fondamentale. Non, la mairie d'arrondissement ne détient pas la charge de l'attribution des logements sociaux. Surtout pas. Elle n'attribue rien, elle se contente, via la commission logement dont vous faites partie, de présenter 3 candidats pour les logements qui ont été fléchés mairie du 6e, par la DLH. La DLH étant, pour les gens qui ne le savent pas, la direction du logement et de l'habitat de la mairie de Paris. Ce sont ces 3 candidats qui sont ensuite transmis via le logiciel AIDA et qui font ensuite l'objet d'un très gros travail d'étude des pièces qui leur sont demandées par les bailleurs. Les bailleurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les organismes bailleurs, donc principalement Paris Habitat, pour, par exemple, je donne l'exemple, l'ensemble immobilier du Pin, Saint-Placide, Cherche-Midi, la RIVP pour le 76 rue de Rennes, c'est-à-dire le très gros immeuble que vous avez au-dessus du cinéma dans Loquin avec les 2 dépendances, ou Logicium qui possède quelques immeubles dans le 6e arrondissement. Ce sont ces commissions, au final, ce sont les commissions d'attribution de ces bailleurs qui statuent sur les candidatures, qui sont effectivement présentés par la mairie de Paris, par éventuellement la mairie d'arrondissement, ou qui leur sont envoyés par d'autres réservataires, à la préfecture d'Île-de-France, ou au titre du 1% logement, notamment par Action Logement. Vous nous demandez ensuite d'être plus transparent que la mairie de Paris. Mais vous avez pu constater au cours des 4 commissions qui se sont tenues, 3 en 2021 et 1 en 2022, combien nous présentions des candidats ayant une forte cotation et la plupart du temps classés DALO. J'ajoute que sur l'immeuble du 46 rue Notre-Dame-des-Champs, nous avons envoyé à la préfecture, nous avons essayé de peser sur le contingent de la préfecture de Paris et d'Île-de-France. Nous avons envoyé 4 candidats DALO avec des cotations excessivement importantes et que malheureusement, elles n'ont pas pu être retenues. La préfecture d'Île-de-France, et je m'en suis ému d'ailleurs auprès de Madame Charbonneau, m'ayant dit, mais nous avons pris des gens qui étaient dans des situations encore plus différentes, encore plus difficiles, qui étaient quasiment à la rue. Ce qui pose ensuite d'autres problèmes, la gestion des flux migratoires, la capacité d'absorption, la création de pensions de famille, etc., etc. Mais ça nous emmènerait trop loin. Maintenant que les logements des 2 immeubles Jean Bart et Notre-Dame-des-Champs ont été attribués, nous retombons sur un contingent en mairie du 6e d'environ 2 logements fléchés par an, plutôt T1 ou T2, dont un est systématiquement attribué à un agent de la mairie de Paris. Si vous voyez, donc je suis à 50%. Si j'ai 2 logements et que j'en attribue un à un agent de la mairie de Paris, ça fait 50%. 2 fois ce que vous demandez. Et je me demande d'ailleurs, compte tenu du fait que depuis des années, je dis que Paris doit loger davantage les agents de la mairie de Paris, s'il ne faut pas d'ailleurs maintenant que ces 2 malheureux logements, on les attribue à 2 agents de la mairie de Paris. Par exemple, à des puéricultrices, dont nous savons l'importance d'un arrondissement et l'intérêt pour la mairie de Paris de les retenir. Malheureusement d'ailleurs, aujourd'hui, en 2022, en mettant de côté le seul T3 fléché par la mairie de Paris, qui était un des T3 du 46 rue Notre-Dame-des-Champs, où je rappelle que sur les 13 logements de cet immeuble,
6 relevaient du contingent de la mairie de Paris, mais comme vous aviez une partie des logements de cet immeuble qui étaient occupés, on a appliqué les 4 logements, on a imputé les 4 logements occupés sur le contingent de la mairie de Paris. Si bien que 6 moins 4, il restait 2 logements, dont un était fléché à la mairie du 6e, je viens de l'évoquer, c'est le T3. Les 4 autres, la préfecture d'Île-de-France, 6 plus 4, et ensuite 3, ministère de l'Intérieur, qui ensuite sa propre grille d'attribution et sur lequel, malheureusement, nous ne pouvons pas peser et qui, me semble-t-il, est une grille d'attribution beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins transparente que tout ce qui peut exister, tous les systèmes qui peuvent exister. Donc, nous n'avons pas eu aujourd'hui ces 2 logements fléchés. On n'en a eu qu'un seul. Alors que rue du Pin, ma chère collègue, en 2021, rue du Pin, gérée par Paris Habitat, 6 logements ont été attribués et pas un seul n'a été fléché sur la mairie du 6e. C'est-à-dire que ce sont les logements préfecture de Paris, réservataires, échanges, accords collectifs. Donc si vous pouvez, au-delà des obligations de transparence que vous me demandez, et qui sont respectées. Bon, la seule chose sur laquelle nous sommes en désaccord, c'est l'anonymisation. Mais l'anonymisation, moi j'estime que quand on a posé le cas de 2 logements, qu'on a un stock globalement d'environ 800 demandeurs de logement sur le 6e inscrits, dont 300 ou 400 sont DALO, quand on a 2 malheureux logements sur lesquels il faut effectivement se pencher, on a les fiches, vous le savez, qui ont été sortis, qui nous donnent les cotations, et ça nous permet de savoir si on a une personne avec un enfant handicapé ou pas, quel est son âge, etc. Ça permet quand même d'avoir une certaine... Et ensuite, moi, je compte sur la confidentialité qui est la nôtre et qui est la vôtre pour effectivement ne pas faire savoir le nom des heureux attributaires qui en seront heureux pour toute leur vie et qui sans doute resteront 40 ans dans le logement social qui leur a été attribué. Par conséquent, mes chers collègues, vous comprendrez que pour 2 logements fléchés au maximum sur la mairie du 6e, nous n'allons pas monter une usine à gaz, embourber le site de la mairie du 6e arrondissement avec des considérations techniques que peu de personnes d'ailleurs comprendraient, puisque même au sein de ce conseil, nous ne sommes pas d'accord ou nous ne possédons pas les mêmes informations sur ce système de désignation, et donc générer des questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre. Voilà. Donc, je vous propose de retirer votre vœu, ou sinon, j'appellerai à voter contre. Non, je ne souhaite pas le retirer parce que j'entends votre réponse, mais justement, j'ai le sentiment que vous êtes d'accord plutôt avec le contenant du vœu, donc. Ce sont des chiffres très précis. On va vous distribuer la réponse et je souhaite qu'effectivement chacun s'en approprie les termes, puisqu'on rappelle la façon compliquée d'ailleurs dans cette mécanique, puisque la ville l'a évolué. Le fond de l'affaire, c'est est-ce qu'il ne faut pas, à partir du moment où effectivement faciliter le parcours résidentiel, vraiment construire des logements sociaux, pas forcément racheter des immeubles occupés, parce que quand on rachète des immeubles occupés, on conventionne les locataires, mais on ne crée pas vraiment de logements supplémentaires. Et la dernière chose, vous m'avez dit le prix du marché locatif monte. Oui, c'est vrai, mais à partir du moment où la ville rachète des immeubles elle-même, elle contribue à élever les prix. Et quand elle va même plus loin en mettant en adjudication les quelques rares logements, les rares terrains libres existants à la capitale, elle contribue également à faire monter les prix des logements privés. Donc, si vous voulez, c'est une mécanique infernale. C'est une mécanique infernale. Chers collègues, je vous propose Et ça a été distribué, ma réponse, oui? Ça n'a pas été distribué? Bon, bah écoutez, on va vous la faire suivre. On va vous la faire suivre par messagerie. Donc, je vous propose de voter, mes chers collègues, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Le vœu est rejeté. Je vous remercie. Je voulais vous dire que nous avions prévu de nous revoir le prochain conseil d'arrondissement
aura lieu le mardi 29 novembre. Et si vous n'avez pas de point divers à évoquer, je vous souhaite la meilleure soirée possible.